Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité. Merci d'être sur le média du développement. Vous êtes sur la 89.5. Vous nous écoutez forcément sur notre bande FM. Vous nous regardez sur Kavi TV. Vous êtes sur le canal 500 sur StarTime. Vous nous suivez via nos réseaux sociaux Facebook, groupe Kavi Média ou sur siaminfo.com, notre site d'information de prédilection. Là-bas également, vous pouvez nous écouter et nous suivre, nous regarder en direct dans cette émission. Nous sommes vendredi 27 octobre 2023 au menu de l'actualité de ce vendredi, au menu de cette émission, le projet de loi portant identification des personnes physiques et celui portant régime de l'état civil ont été adoptés ce mercredi par les conseillers nationaux. Le premier portant identification des personnes physiques prévoit de garantir et assurer la sécurité juridique aux citoyens guinéens et la protection de leurs données personnelles, de fonder les politiques publiques sur des données fiables en perpétuelle évolution et de mieux connaître la population guinéenne et la population étrangère résidant en République de Guinée. Le second, portant régime de l'état civil, s'inscrit dans le cadre de la modernisation et la généralisation du système de l'état civil guinéen sur l'ensemble du territoire national. Ces projets de loi visent à garantir et à assurer la sécurité de la population et de ses données personnelles, de fonder les politiques publiques sur des données fiables et en perpétuelle évolution et de mieux connaître la population guinéenne et les étrangers résidant en République de Guinée. Des avantages, oui, mais la Guinée est-elle prête pour cette migration? Quelques éléments de réponse dans cette émission, le scanner. Et puis dossier opposant Ibrahima Diallo du FNDC à Ibrahima Nabi Traoré, ex-commissaire de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry, international Ahmed Sékou Touré de Conakry, j'allais dire, le tribunal de première instance de Mafanko a tranché ce jeudi. Il a condamné le responsable des opérations de FNDC, Ibrahima Diallo, au paiement d'un franc symbolique pour dommages et intérêts à l'ex-commissaire spécial. Le tribunal de première instance de Mafanko, dans son délibéré, a aussi renvoyé le commissaire Ibrahima Nabi Traoré à des fins de la poursuite pour délit non constitué. Les avocats d'Ibrahima Diallo ont promis d'interjeter appel contre cette décision qu'ils qualifient de bancale. On en parle dans cette émission Le Scanner. Et dans la rubrique développement, puisque nous sommes vendredi, dans les pays en voie de développement, les populations sont souvent jeunes et en proie à un manque criard d'emploi. La Guinée n'échappe pas à ce principe. Selon des récentes études menées par la Jeune Chambre internationale, en Guinée, environ 60% des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont économiquement inactifs et ou au chômage. Et ce taux de chômage reste le plus élevé parmi la population instruite. Des statistiques inquiétantes pour un pays encore riche de par son sous-sol. Pour éviter une croissance de ces chiffres, quelles solutions préconisées? Dans ce numéro du scanner, nous misons sur le mindset. C'est un mot anglais qui signifie tout simplement état d'esprit, avec notre invité Elhadji Abdoulaye Amissouma qui est écrivain. Ce concept sera révisité en détail pour ressortir les avantages du développement personnel dans des pays en voie de développement et même développés. C'est le menu de ce matin. Installez-vous confortablement. C'est le scanner, votre émission de débat constructif sur le média du développement. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h et de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Vous êtes nombreux à nous suivre via nos différents canaux de communication et de diffusion. Merci de votre fidélité. Mes compagnons de chaque matin et de chaque jour, on a une nouvelle voix. Certes, vous allez le découvrir tout à l'heure. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Ça va, nous sommes mais, tu te précipites pourquoi là? Je comprends pas. Allez, là tu te comprends pas ce matin. Bonjour, Yaya Diallo.
Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Je préfère que tu t'arrêtes là, allez. Ça s'annonce très mauvais là. Non, c'est vendredi de développement, t'inquiète pas, on n'aura pas besoin de gants pour parler de développement. Djenab Diallo, la nouvelle voix de cette émission, la seule dame, est-ce qu'on est en train de créer de l'équilibre? Oui, c'est ce que nous faisons. Bonjour Djenab Diallo. Bonjour. Merci de nous retrouver dans cette émission, cette nouvelle aventure qui démarre dans le scanner. Oui, justement, c'est un plaisir et un honneur de faire partie d'une équipe jeune et dynamique dans cette émission, cette grande émission, le Scanner. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes et également celui des auditeurs, téléspectateurs de Kavi Média. Évidemment. Bienvenue. Nous, ce qu'on peut te dire avec toute l'équipe déjà que tu vois de l'autre côté, tu auras en tout cas l'occasion de les connaître tous dans cette émission. Nous parlons de l'actualité, évidemment. Nous parlons de ces projets de loi, puisque vous le savez, le CNT déjà s'emploie pour essayer d'adopter des textes de loi qui n'existaient pas en République de Guinée, essayer de moderniser l'administration guinéenne. Diallo, on parle de ces deux projets de loi adoptés mercredi par le CNT. Il s'agit de la loi portant régime d'état civil et celle portant identification des personnes physiques. Oui, effectivement, c'est un projet de loi porté par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et je crois que c'est un projet de loi qui, du point de vue de sa forme, qui semble être très bonne, mais si on s'intéresse à son applicabilité, puisque c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, je crois que ça pose énormément de problèmes. Je ne veux pas dire que c'est un projet de loi qui va au-delà de notre point de vue, notre niveau de développement. J'estime que c'est un véritable coup de sort qui s'annonce, parce que je ne peux pas comprendre que... Prenons par exemple l'identification de personnes physiques. Je crois que c'est assez important qu'on ait, parce que jusqu'à maintenant là, en République de Guinée, on ne sait pas qui est guinéen, qui ne l'est pas. Évidemment. Chacun peut s'attribuer un document guinéen. Et vous vous rappelez très bien qu'à un certain niveau, on avait mis main sur certains Nigériens qui ont pu quand même se sont procurés de passeports guinéens. Tout à fait, des passeports guinéens. Donc il agissaient dans l'illicite, mais au nom de l'identité guinéenne. Donc je crois que c'est important qu'à un certain niveau qu'on essaie de faire la part des choses et qu'on cherche qui est guinéen, qui ne l'est pas. Jusqu'à maintenant là, personne, y compris même les autorités, ne connaissent pas exactement le nombre la population guinéenne dans sa globalité. Et donc on parle de 14 millions, on parle de 15 millions, on parle de 16 millions. Chacun est en train de parler de ce qui lui semble être vrai. Donc je crois que c'est important à un certain niveau qu'on essaie de faire la part des choses. Et vous vous rappelez très bien que dans le cadre de cette opération, à un certain niveau, le ministre Morikonde, je l'avais entendu dire que c'est une opération qui va permettre aux Guinéens d'avoir ce qu'on appelle les numéros personnels. Je crois que c'est important, mais je crois que c'est... Je ne vais pas parler de rêve, mais je crois que c'est quelque chose quand même qui fait rêver. Je pose cette question, tu l'as déjà compris à l'entame. Est-ce que la Guinée est-elle prête pour cette migration? Parce que c'est là la véritable question. Le CNT va certes adopter ces textes de loi, mais l'application de ces lois, certes, mais là, je suis vraiment confus. Est-ce que c'est sous le CNRD qu'on pourra appliquer ces lois? Est-ce que le régime qui viendra va suivre le même processus? Je me pose des questions. C'est de beaux textes de loi, il faut le dire. Mais après, dans l'applicabilité, dans l'application, il y a un véritable souci, puisqu'on a vu quand même des textes de loi qui ont été adoptés par les législations passées, la 9e législature, la 8e législature, qui peinent à être appliquées. Non, c'est beau à voir, mais son application, à mon avis, va poser problème, parce que nous sommes dans un état absolument sous-développé. Et donc, vouloir d'un seul coup procéder à cette migration, je crois que ça peut poser assez de problèmes. J'estime que en amont, il y a des choses qu'il faut faire, et naturellement, il faut mettre des services déconcentrés qui peuvent s'en occuper de cela. Puisque déjà, on parle, quand nous prenons par exemple, le certificat de résidence dont on parlait hier, qui quitte automatiquement les conseils de quartier pour les mairies. Je crois que c'est un véritable problème qui se pose là.
même au niveau de ces conseils de quartier ici, l'obtention de ces certificats, de ces documents-là pose des problèmes. Et si on décide, je ne sais pour quelle région, de les amener au niveau de la mairie, je crois que c'est encore là un véritable problème. Premièrement, d'abord, au niveau de ces mairies-là, c'est des mairies complètement, disons, submergé par un certain nombre de... avec les extraits de naissance biométriques déjà. Submergé par un certain nombre de services. On connaît très bien que la lourdeur de l'administration guinéenne. Moi, j'aurais bien voulu, si on veut bien faire les choses, qu'on nous dise oui, on veut bien que cela ne soit plus délivré par les conseils de quartier, mais qu'on essaie de mettre en place des services complètement... indépendant de la mairie et voire même du ministère de l'administration du territoire pour que cela puisse accélérer justement un certain nombre de choses. Parce que voyez-vous très bien que quand on vous demande un tel document et qu'il faut passer par le chef de quartier pour que celui-ci vous donne un document pour aller voir, disons, nos mairies, pour avoir cela, je crois que ça demande assez de temps. Et pour qui connaît comment nous fonctionnons, je crois que la toute première expérience, je ne joue pas au Cassandre, mais ça risque de déborder. Je crois que c'est pas quelque chose qui, à mon avis, va atténuer, disons, cette souffrance des Guinéens dans le cadre de l'obtention d'un certain nombre de documents. Il faut tout de même essayer. Hein? Ouais. À force d'essayer, je suis sûr que nous y arriverons. Allez, Zainab Diallo, on parle de ces deux projets de loi adoptés par le CNT hier. Hein? On en parlait même par rapport à la délivrance de ces certificats de résidence. Hein? Un véritable souci de ce côté parce que c'est un couteau à double tranchant. De l'autre côté, on a cette rapidité au niveau des chefs de quartier, cette identification que peuvent faire les chefs de quartier. Mais de l'autre côté, si on transfère cela au niveau des mairies, il y aura encore une autre procédure qui va accélérer la lourdeur. Je dis parce que déjà il y a une lourdeur. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas craindre cette lourdeur qui va s'empirer au jour le jour au niveau des mairies, puisqu'il y a d'abord les documents administratifs qui s'y est, notamment l'extrait de naissance biométrique. Moi, je pense que ce problème-là, il se trouve à plusieurs niveaux et que c'est pas seulement au niveau des mairies qu'il y a des problèmes quand on a besoin d'un papier, que ce soit à la justice, à la mairie, vous voyez, même pour les passeports, je pense que le Guinéen souffre énormément quand il s'agit de se procurer d'un document administratif. Mais c'est qu'il faut aussi retenir que dans les quartiers, parfois, on se demande à qui exactement on peut donner un certificat, si vous voulez, au niveau même du quartier. Oui. Parce que il ne faut pas oublier qu'il est important de numériser, que ces documents-là soient archivés quelque part et que quand tu as besoin, demain, par exemple, qu'on te dise, vous avez donné un document du genre tel à tel citoyen, est-ce qu'encore on a les traces? Je pense que ramener cela dans les communes, c'est pas aussi mauvais que ça. Il suffit de faire accompagner par de très belles initiatives, qu'il y ait vraiment des ouvertures à pouvoir permettre aux gens de se procurer de ces documents-là. Je sais que ça ne sera pas facile parce que déjà, quand vous allez dans les communes, les gens qui viennent pour les extraits de naissance, c'est extrêmement difficile. Il vous suffit de vous lever à 2h ou 3h du matin, vous dirigez vers les communes, vous verrez une file qui est totalement dressée. Une file indienne. Indienne. Les gens viennent et parfois ils risquent leur vie pour quitter chez eux à 2h pour être là à 3h du matin pour juste être enregistré. Je pense que la décision en tant que telle, moi je pense qu'elle n'est pas mauvaise, mais d'abord c'est un projet de loi. Attention, il ne faut pas mélanger. Ce projet de loi. C'est un projet de loi, oui, évidemment. Peut-être qu'il y aura des amendements, certainement. Oui, justement, j'espère qu'il y aura beaucoup de, comment je vais dire cela, il y aura beaucoup d'accompagnement pour l'effectivité. Oui, elle a été adoptée, elle a été votée et adoptée. Oui, exactement. Adopté, je suis d'accord. Oui, adopté, oui. Ce mercredi même. Ouais, ce mercredi. Donc, c'est par rapport à son applicabilité maintenant. Est-ce que ça va très vite passer au niveau des citoyens, dont on a vu déjà les réactions? Beaucoup ne sont pas favorables à cela parce qu'on se dit que ça sera encore davantage de problèmes au niveau des mairies et tout. Je pense qu'il faut juste ouvrir des portes aux citoyens, accompagnés par
avoir des moyens qu'il faut, parce que déjà on se dit que c'est vraiment un véritable casse-tête pour avoir des documents. Si cela vient se rajouter, ça sera encore un autre problème. Oui, parlons du régime de l'état civil, oui, Diallo, par rapport à cette modernisation et à la généralisation du système d'état civil en Guinée, c'est vraiment dommage. Il y a des enfants jusque-là qui n'ont pas d'extrait de naissance. Allez-y dans les mairies, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, cette loi ou ces deux lois ne viennent pas combler ce vide qui existait? Non, mais pas que les enfants, il y a même des adultes qui n'en ont pas qu'ils aient les enfants, pas qu'ils aient seulement que les enfants. Je crois que l'obtention pose problème. Je crois que c'est assez difficile d'en avoir, et vous voyez très bien qu'il y a certains citoyens dont la distance est assez étanche entre leur résidence, disons, et la mairie. Donc, ce qui fait que ça pose encore problème. C'est un autre problème qu'il faut essayer de souligner. Quand vous prenez la commune de Ratoma, c'est une commune qui s'étend sur de Hamdallah et presque jusqu'à Sonfonia. Donc vous imaginez pour un citoyen de Sonfonia qui doit se déplacer et venir au niveau de la mairie de Ratoma pour s'en procurer d'un extrait de naissance, ça va poser problème. Et là-dedans, il y a un véritable problème. Moi, j'aurais bien voulu que le ministre Mori puisse prendre encore une fois sa responsabilité pour essayer d'assainir encore une fois certaines affaires qui se font au niveau de ce mairie-là. Parce que vous venez, si vous n'êtes pas introduit, ou si vous n'avez pas disons, quelques amis là-dedans, ça va traîner, ça va prendre assez de temps. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il a fallu... c'est le quotidien du Guinéen, ça. Il a fallu, mais je sais pas que dans les mairies. Ces projets de loi devraient en tenir compte de tout cela. L'accessibilité, je crois que c'est important. Et je crois que si on a pu quand même initier ces projets de loi-là, c'est pour permettre encore une fois de faciliter l'accès, de permettre les citoyens à chaque fois qu'ils en ont besoin de pouvoir accéder à cela. Et je crois que c'est important et c'est nécessaire. Donc c'est pour autant dire qu'il y a un véritable problème qui se pose là au niveau de mairie. Et moi je suis pas d'accord, encore une fois, qu'on essaie de rajouter cela au niveau de mairie, parce que la loi a été adoptée. Non, oui, peut-être qu'on va. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue, parce qu'il y a un véritable problème là-dedans. Je crois que à côté, il faut voir aussi les fonds qui vont. Il faut en tenir compte de tout cela. C'est de l'argent qu'il choisit là. Comment est-ce qu'il faut gérer cela? Est-ce qu'il y a un cadre juridique? Je ne vais pas parcourir tout le document. Est-ce qu'il y a un cadre juridique qui définit tout cela? Parce que au niveau des chefs de quartier, à un certain niveau, en ce qui concerne les certificats de résidence, eh bien, vous venez, on vous demande 10 000 francs. Moi, j'ai un chef de quartier que j'appelle. Vous venez, ce qui l'intéresse, c'est 10 000 francs. Vous venez tout rempli. Vous êtes guinéen ou pas? Non, mais on vous donne même des certificats sans nom. Mais totalement, quelquefois même, vous pouvez aller avec 100 000 francs. Vous prenez 10 certificats de résidence, que ce soit pour des Indiens ou pour des Léonais, c'est pas le problème. Je crois que c'est ce se trouve le problème aujourd'hui. On le fait, c'est pour que cela revienne exclusivement aux Guinéens, pas qu'aux étrangers, parce que c'est un couteau à double tranchant. Si à un certain niveau, certains qui ne sont pas guinéens peuvent s'en procurer de ces documents-là, je crois que ils peuvent, disons, se lancer dans des activités qui peuvent à un certain niveau entacher l'image de la Guinée. Donc je crois qu'il faut sécuriser cela, tout ce processus-là, pour permettre aux Guinéens d'être encore une fois fiers de leur pays. Donc je crois que c'est un véritable bloc qui se pose là. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Au niveau de ces mairies-là, ces fonds-là, d'ailleurs, la gestion des fonds. D'ailleurs, il y a plusieurs problèmes, parce que je crois que cela même nécessite encore une fois la révision de ces codes de collectivités locales qui, disons, donnaient plus de 14 domaines de compétences aux différentes collectivités locales. Je crois que ça rajoute là. Je crois que ça nécessite encore une fois une révision. Même ces 14 domaines de compétences, on a ici certains maires ici, ça peine à être complètement appliqué sur le terrain. Et je crois que ce qui intéresse les uns et les autres, et ça c'est le problème guinéen, c'est partout là où on parle de l'argent. Donc je crois que cela doit être complètement canalisé. C'est pourquoi je parle d'un service ou des services indépendants et de la mairie et du ministère, ce qui va nous permettre d'être situés sur toute la ligne. Sur la gestion des fonds, Zainab Diallo, on en parle forcément puisque ces certificats de résidence, ces documents biométriques en général,
ou administratifs engorgent quand même. C'est des documents qui peuvent quand même donner un coup de pouce à l'économie guinéenne si on les rabat carrément vers les mairies, parce que là, hein, il y a le rappelé tout à l'heure, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a des fonds, et ça engrange des très gros montants. Et la gestion des montants en Guinée, c'est devenu un véritable souci en République de Guinée. Dès qu'il y a un petit montant, dans la gestion, il y a un véritable souci. Aujourd'hui, en tant que canaliste, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour éviter une véritable corruption de ce côté, des démarcheurs qui puissent naître au jour le jour? Vous savez qu'on parle d'argent et partout on dit que l'argent n'aime pas le bruit, mais partout il y a l'argent, il y a quand même du bruit. On l'a constaté. Donc moi, quand je l'ai appris, quand j'ai lu ces deux lois-là, je me suis dit vouloir transférer l'obtention des certificats au niveau des communes, ça va susciter quand même des problèmes entre les élus là-bas. Chacun voudra être dans, comment je vais dire cela. Est-ce que ce sera le même prix, 10 000, 5 000, comme dans les conseils de quartier? On ne sait pas encore, mais moi, voire même 15 000 ou 20 000. Je ne vois pas un mal en soi, je l'ai dit, le fait de transférer cela aux communes, parce que ça pourrait aider au développement même des quartiers. Si on ramenait ces fonds-là au niveau des quartiers, ça ne sera pas vu quand même du bon oeil du côté des chefs de quartier et tout, des chefs secteurs, parce que n'oubliez pas que ce sont des gens qui n'ont pas de budget de fonctionnement, ils se nourrissent de ça. Oui, on nous apprend hier même qu'il y avait des conseils qui étaient de ce côté, des conseils de quartier qui étaient conviés à une rencontre avec le ministre Mori Kondé. Oui, je pense que c'est vraiment intéressant et important de le faire, de les rencontrer pour mieux les expliquer l'avantage de cette loi, et ils sont les plus proches des citoyens. C'est eux qui peuvent quand même sensibiliser, parce que pour que cette loi qui a été adoptée soit vulgarisée et qu'elle soit acceptée au niveau des populations, parce que le problème c'est à ce niveau, il faut qu'il y ait une véritable sensibilisation, et c'est seuls ces gens-là qui peuvent sensibiliser à travers les religieux, à travers les médias, à travers les jeunes, pour leur dire désormais vous ne pouvez plus obtenir ce document-là au niveau des quartiers, mais il faut se diriger là, et voilà pourquoi vous devez le faire. Mais s'ils veulent que ce projet soit accompagné par ces élus-là, il faut, ou que les chefs de quartier, je pense qu'il faut d'abord leur dire que ce montant-là pouvait leur revenir en quelque chose, les aider à développer. Expliquer un peu les avantages. Oui, justement. Expliquer les avantages pour les aider, parce qu'après tout, ces montants étaient encaissés par les conseils de quartier. On ne savait pas la suite, parce que dans plusieurs quartiers aujourd'hui, hier, tu prenais l'exemple sur des communes françaises qui parvenaient à soutenir des États ou certains projets de certains pays africains carrément, parce que là-bas, il y a une véritable organisation. Aujourd'hui, est-ce que c'est cette organisation qu'on essaie d'importer en Guinée? Si tel est le cas, oui, il faut accepter ces démarches, il faut accepter de numériser tout ce qui est, ou de digitaliser nos documents. De là, il y a aussi la sécurité, l'aspect sécurité, il ne faudrait pas l'oublier. Aujourd'hui, une carte d'identité biométrique est plus sécurisée que cette autre carte que nous avons connue auparavant. Même à la voir comme ça. Carrément. Et on peut quand même voyager avec cela. Il y a des codes QR, des codes QR qu'on peut carrément mettre de ce côté. Et puis, tu viens juste, tu scannes, tu n'as pas besoin de demander est-ce que c'est lui, est-ce que ce n'est pas lui, parce qu'avec nos agents aussi, c'est vraiment, des fois c'est compliqué, mais avec cette numérisation, ils ont un logiciel, ils viennent, ils scannent. On n'a pas besoin de passer toute une journée. Parce qu'aujourd'hui, même si la main-d'œuvre est là, c'est un peu compliqué. Vous parlez de sécurité, de sûreté, c'est important, parce que même avec un enfant de 12 ans, on peut lui remettre de l'argent pour lui dire cherche-moi un certificat de résidence. Et puis on te le ramène tranquille, quoi. Donc je pense que oui, ça le fait pas. C'est des lois, faudrait pas qu'on ait peur d'adopter certaines lois. Ça va, les citoyens vont s'inculquer ça petit à petit. Il faut voter les lois, c'est important. Quand même, on est dans un état de droit. Oui, évidemment.
Et il faut évoluer. C'est la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. Tout à l'heure, nous recevons notre invité. On va créer cette petite dérogation parce que il a un rendez-vous très très sérieux. Donc on va ouvrir le volet invité tout à l'heure en attendant de parler de cet autre sujet d'actualité, l'affaire, le dossier opposant Ibrahima Diallo du FNDC à Monsieur Ibrahima Nabi Traoré, ex-commissaire de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Mais d'abord, notre invité, avec lui, nous parlerons de développement. C'est tout à l'heure dans cette émission, Le Scanner. Le Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec Le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi. Le Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec Le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Média. Le Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. C'est Le Scanner du Kavi Média. Vous êtes dans la deuxième partie de cette émission et nous recevons sur ce plateau et dans cette émission Elhadj Abdoulaye Amissouma. Il est écrivain. Avec lui, nous parlerons de développement personnel pour les jeunes Guinéens et notamment les jeunes Africains en général, si on peut l'appeler comme ça. Monsieur Souma, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur, bonjour Scanner, c'est déjà un beau nom. C'est rare de voir ça. Puis voilà, félicitations. Voilà, j'ai pris voilà, visité beaucoup de coins, mais félicitations et bon courage. Merci, merci vraiment. Selon des récentes études menées par la Jeune Chambre internationale en Guinée, environ 60% de jeunes âgés de 15 à 24 ans sont économiquement inactifs ou au chômage. Aujourd'hui, c'est un véritable souci de développement pour cette jeunesse en généralité et qui ne fait presque rien, mais qui veut être riche. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit mettre un accent particulier sur le mindset? Absolument, c'est extrêmement important. Vous savez, nous sommes tous trahis. Moi, j'ai toujours dit, l'école traditionnelle a beaucoup trahi et continue encore à faire des victimes. Parce qu'en fait, on nous fait croire que le plus diplômé est le plus intelligent, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça peut être démontré par les gens qui ont réussi dans leur vie. Et tout dépend de comment vous voyez le monde. La façon dont vous pensez, c'est comme... Il y a même Sanchon qui disait que Aouina n'a problème là. Écoutez, sur Soussou, bon voilà, quand je parle, vous allez voir ça. Donc c'est un peu ça. Tout dépend de la façon dont vous pensez. Votre perception de la vie. Si vous pensez que le problème c'est les autres, vous n'avez pas la responsabilité personnelle. Et voilà, il y a beaucoup de chances que vous mourrez dans la pauvreté. Je disais tantôt, si vous... Naître pauvre, ce n'est pas un problème, ce n'est pas votre faute, c'est votre destin peut-être. Mais mourir pauvre, vous avez une part de responsabilité. Et comment? Et parce que là, tout dépend de votre façon de penser. Si vous pensez que votre problème que vous avez, c'est quelqu'un d'autre qui va résoudre, ben ça ne pourra pas aller parce que vous ne pouvez pas, vous ne contrôlez pas l'humeur des gens, vous ne contrôlez pas leur calendrier. Mais c'est vous qui vous contrôlez. Alors, il faut prendre l'action, il faut croire à ta possibilité de changer la situation. Mais si vous n'aimez pas, une situation, c'est comme si par exemple quelqu'un qui a un problème, et très souvent ça arrive aux jeunes, il a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adonne à la drogue. Au moment où il a besoin de son cerveau pour réfléchir, il continue à intoxiquer ce cerveau-là. Tu vas dormir des années comme tu veux, tu vas te lever, le problème est toujours là. Alors il faut l'affronter, il faut trouver des solutions. Et puis voilà, en l'être humain, nous avons tout. Nous avons le génie, nous avons le démon, nous avons tout ce que vous pouvez imaginer. Tout dépend de comment on voit le monde.
Bien. On parle de développement personnel. Et de développement personnel, il faut d'abord l'état d'esprit. Aujourd'hui, quelle est la corrélation entre les deux? Comment le jeune Guinéen ou le jeune Africain peut sortir de ce quotidien, se lever, chercher à manger, avoir ce qu'on doit manger, se coucher, demain reprendre le même processus? Mais il faut être conscient de ta situation. Il faut être conscient que personne ne peut vous faire sortir de quelque chose. Personne ne va vous aider. Personne ne vous tirera d'une situation. Personne ne fera de vous un riche. Et la richesse n'est pas, ne peut pas être construite en un seul jour. Donc il faut être patient. Il faut prendre la responsabilité, voir comment affronter les choses. Les opportunités sont partout. Mais quand tu as l'esprit et mindset qui est préparé, tu vois des opportunités là où les gens voient comme problème. Il faut voir dans ta localité quel est le problème, qu'est-ce que les gens ont besoin. Si vous avez un bon produit, pour eux, vous avez un problème qui est là. Et voilà, certainement, vous allez trouver, que vous trouvez les remèdes à une situation, c'est quelque chose qui va vous aider à changer votre vie. Oui, Yaya Diallo. Oui, le titre de votre ouvrage, c'est Le Destin forgé. Est-ce une autobiographie? Si vous voulez, autobiographie, mais qui s'inscrit dans le cadre de développement personnel. J'aurais bien, si j'étais par exemple, j'avais la plume de mon frère Moussa Sirivé, peut-être que j'allais dire directement développement personnel, mais j'ai voulu faire une certaine différence. Si il y a beaucoup de bouquins qui parlent un peu de développement personnel, mais je voulais ici cette fois-ci donner quelque chose au public qui est concret. C'est moi qui parle de développement personnel, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là où je suis. Tomber n'est pas un problème pour celui qui court. Mais la capacité de se lever très tôt, c'est la vitesse avec laquelle tu te lèves, c'est ce qui est important. Oui. Il y en a quand tu tombes, ils se couchent. Mais toi, il faut comprendre aussi, tomber là ou bien l'échec fait partie des processus de réussite. Celui qui n'a jamais échoué ne connaît pas la vie. Parce que l'apprentissage, ce qu'on peut tirer, la leçon qu'on tire de l'échec n'a rien de comparable avec la victoire. Par exemple, tu as quelque chose qui est beau, dès qu'il y a une victoire, personne ne tire les leçons. Mais quand tu tombes, eh bien, il y a de fortes chances que tu ne tombes pas encore pour la même cause. Donc, le livre, le nom, par exemple, n'est pas fortuit, c'est toujours dans le même cadre, le destin forgé. Je vais tout simplement dire, chacun contribue à la confection de son destin. Tout dépend de toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand tu tombes, ce n'est pas la faute de ton grand-père, ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est d'abord toi. Alors, qu'est-ce que je fais pour ne plus que de telles choses m'arrivent? Tout dépend de nous, tout est dans la tête. Bien. Oui, il y a l'autre question, Ouzena Boalez. Oui, alors, puisqu'on parle de développement personnel, moi j'aimerais savoir à quel niveau on a besoin d'être coaché. Parce qu'il y a quand même des gens qui se lèvent chaque matin, qui viennent à leur boulot, mais qui peinent à évoluer. Est-ce que seulement ceux qui ont eu des échecs dans leur vie, qui ont besoin de développement personnel, à quel niveau on doit être coaché? Et si vous voulez, ça partit d'abord de la famille. J'ai toujours eu l'éducation sur la famille. L'école t'apprend comment écrire, puis te gérer un peu certaines choses. Mais c'est d'abord dans la famille. Quand tu as des enfants, il faut mettre en tête que tu dois préparer des employeurs, pas des employés. D'abord, la famille, ça commence là. Mais si tu n'as pas l'opportunité d'avoir des parents qui ont des idées comme ça, et puis à un certain moment, il faut être conscient de ta situation. Ce n'est pas en victoire ou en défaite qu'on a besoin de développer. Quand on dit développement personnel, c'est d'abord toi. C'est basé sur l'individu, pas les autres. Parce que même dans l'avion, on te dit d'abord quand il y a un problème, il faut d'abord t'occuper de toi avant d'aider ton enfant. Donc si vous n'êtes pas suffisamment solide, tu ne peux pas aider les autres. Alors tout commence par toi. Il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas l'âge, le moment pour ça. Le plus tôt sera le possible. Dès que tu as la conscience de le faire, il faut commencer directement. Et parlant de vous et de l'ouvrage Destin forgé, comment vous, l'auteur, êtes-vous parvenu à tracer votre destin ou à forger votre destin? Puisque c'est important. C'est vous qui avez écrit l'ouvrage. Oui. Mais aujourd'hui, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ont besoin de savoir d'où vous venez. Aujourd'hui, pour vous hisser haut, qu'est-ce qui vous a permis de vous hisser très haut? Je suis un enfant de Tugundi, je suis né là et puis je suis la première génération des intellectuels de ma famille. Ma mère, mon père n'ont pas eu cette chance. Et moi, j'ai été très tôt dans la vie, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis l'un des rares de ma génération qui a échoué 2 fois, 6e année. C'est très rare. Ouais. Donc écoutez, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la façon dont tu commences. C'est la fin qui compte.
Tu peux être le meilleur de ta génération, mais si la fin, tu te portes pas bien, ça n'a pas de sens. Donc, à partir de ce moment, j'ai compris un peu. Parce que dès que j'ai échoué 2 fois, j'avais toujours ma générosité. Moi, mes amis avaient changé de tenue. Ils partaient en collège, moi, j'étais encore là. Mais comme je finissais à midi, je partais les voir pour leur donner à manger. Mais finalement, j'ai compris que cette amitié était un peu encombrante pour les autres parce que là, ils étaient gênés avec ma tenue. Cette réjection était pour moi une chance. J'ai pris conscience et depuis ça, mon nom qui était difficile à retrouver sur la liste des gagnants, j'étais maintenant parmi les premiers et deuxièmes. Ouais. Alors depuis là, ça a été une chance. Pourquoi je dis l'échec, ce qu'on peut tirer quand à partir de là-bas, je viens de trouver mes amis qui ont déjà doublé plusieurs fois au bac, au brevet. Vous voyez? Donc de là, ça a commencé. Et puis dans ma famille aussi, je ne suis pas né. Quand je dis que je suis né d'une famille pauvre, c'est une insulte à la pauvreté. Parce que ma famille, au moins, on avait un abri, mon père avait une concession. Mais à un moment donné, mon papa n'avait pas les pieds à main. Parce que voilà, la différence d'âge était très élevée. Donc c'est les orphelins qui se préparaient. Et des difficultés, à chaque fois que je voyais ma mère souffrir, je me dis, je ne peux pas mourir pauvre. Je dois faire quelque chose. En ce moment-là, je me battais dans tous les sens. Chez moi, par exemple, j'avais 2 courriers. Arrivée et départ. À chaque fois, j'écrivais aux institutions internationales, aux ambassades pour avoir... Quand je reçois la réjection, je mets ici. Quand je arrive, c'est exactement comme dans le bureau. Alors, j'appartenais à un bureau d'études, j'ai travaillé là-bas, mais ma tête était... Parce que j'avais beaucoup soif. Je voulais apprendre, je voulais étudier, je voulais changer ma situation. J'étais révolté contre la situation, il fallait la changer. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, je me rappelle, j'ai une soeur qui m'a appelé un jour, et me dit un bon souci. Ah, Ntara, à chaque fois qu'il m'appelle, je suis en classe. Il me dit, toi, tu étudies encore ou bien tu enseignes? J'ai dit les deux. Quand j'enseigne la journée, on m'enseigne la nuit. Donc, c'était ça. La vie, c'est ça, il faut savoir qui tu veux, parce que le premier escalier d'avoir ce que tu veux, il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Oui. Je sais d'où je viens, je n'ai jamais oublié qui je suis, qui sont mes grands frères, mes petits frères. Et voilà, il y a le respect, je sais aussi qui je suis, parce que vous connaissez mieux que n'importe qui. Il y a 3 personnes en chacun de nous. Il y a la personne que vous connaissez, la personne que les gens connaissent et la personne que vos proches connaissent. La personne que vous connaissez là, il ne faut jamais la trahir, il ne faut jamais te mentir. Donc je fais partie de ces personnes et voilà, je ne mens pas à ma personne. Je dis partout que j'ai échoué en 6e année 2 fois. Eh bien, vous qui avez gagné à tout moment là, et comprenez que ce que j'ai pu accomplir, vous pouvez faire mieux que moi. De Conakry aux États-Unis, est-ce que vous avez eu un coach qui vous a permis de faire ce voyage qui a été quand même d'un grand atout pour vous? Et oui, mais aux États-Unis, le visa m'a été refusé 2 fois. Mais pour moi, j'ai toujours dit le mot non est le début de la négociation, pas la fin. Celui qui m'a refusé le visa, aujourd'hui, il a le même passeport que moi. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai dit, quand je suis venu, je me rappelle un jour, quand je suis arrivé, notre secrétaire, je lui ai dit que j'ai échoué. Il était tellement frustré, moi, j'ai commencé à rire. J'ai dit, ils vont me refuser jusqu'à ce qu'on me dise, non, viens, on va te donner maintenant. Parce que j'étais déterminé. Je me pose la question, pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce que je dois faire plus pour arriver? Et quand je suis arrivé aux États-Unis, pourquoi je suis venu? Moi, je voulais étudier. J'avais fait beaucoup d'universités aux États-Unis. Je payais sur fonds propres. Je travaillais, tout ce que je gagnais, c'était pour les universités. J'ai fait la télécommunication, gestion des réseaux. Je suis passé par MBA, les finances, concentration en finance. Donc, ma curiosité était grande. C'est comme si quelqu'un va et voilà, il est dans une boutique, il veut tout ramasser pour envoyer dans son pays. Parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas à cause de moi. Je me dis, quand je reviens, je dois avoir la possibilité de transmettre mon savoir aux autres, au moins les ouvrir les yeux, les dire qu'il y a la possibilité ou l'impossibilité, tout dépend de toi. Comme on dit chez nous, la limite, c'est le ciel. Tout dépend de la limite que tu te fixes. Tu dis par exemple, ok, moi je peux être généraliste, mais je ne peux pas être directeur, quelque chose comme ça. Oui. Tout dépend de toi. Oui. Vous le dites dans votre ouvrage, celui qui a peur de tomber ne va pas avoir le plaisir du vélo. Je paraphrase, hein. Oui. Et c'est lui qui a peur d'avoir Giro n'aura jamais 10 parce qu'il a peur. Est-ce une corrélation entre celui que vous avez voulu nommer Grand M dans votre ouvrage? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement juste à ce niveau? Bon, les deux sont dissociés, mais si vous voulez, les deux vont dans le même sens. Et quand je dis celui qui a peur de tomber n'aura jamais 10,
Et celui qui a peur de tomber n'aura jamais le plaisir de vélo. Parce qu'en fait, je vais dire, et il n'y a pas de, comme on dit chez nous, there's no free lunch. Rien n'est gratuit. Si les choses étaient faciles, chacun allait être là en train de vivre la vie de son rêve. Mais ce n'est pas facile. Donc tomber, comme je le disais tantôt, c'est normal pour celui qui court. Mais la rapidité avec laquelle elle se lève pour continuer la course, c'est ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui fait la différence. Donc quand vous entreprenez, vous allez avoir des problèmes. Vous allez tomber 1000 fois. Relevez-vous 10 000 fois. Il faut comprendre, il faut prendre ça. Tout dépend aussi de la mindset, de la perception. Tomber là, les échecs, regardez ces échecs-là comme le prix à payer pour la victoire. Oui. Mais si vous pensez que ce n'est... Quand vous avez le doute en vous, c'est pourquoi je dis, avant même de commencer, il faut définir qu'est-ce que vous voulez accomplir. Pourquoi? Le pourquoi est extrêmement important, parce que la vie est pleine de challenges. Mais si vous tombez ou quelque chose de dur arrive, vous allez vous rappeler pourquoi même j'ai commencé ça. J'ai commencé ça pour sortir de la pauvreté. J'ai commencé ça pour aider ma mère, mes enfants, pour ne pas que mes enfants souffrent comme moi. Alors, ces éléments-là vont être des éléments de motivation pour vous aider à continuer. Mais si le pourquoi n'est pas solide, n'est pas suffisamment défini, dès qu'il y a un petit obstacle, vous abandonnez. Si les gens savaient combien de temps il reste pour qu'ils accomplissent leur goal, il y a beaucoup de personnes qui allaient continuer. Il y en a qui abandonnent peut-être à 2 mètres après avoir parcouru des centaines de kilomètres. Donc, quand vous commencez quelque chose, il faut toujours poser des questions. N'oubliez jamais pourquoi j'ai commencé. Cela ne veut pas dire qu'il faut être figé, parce que les circonstances peuvent vous amener à changer la direction. Mais la vision ne doit pas changer. Il faut être jusqu'au boutiste. Et ce que je dis, tous ces trucs-là, parce que je n'ai pas le temps de résumer, moi je ne suis pas bien outillé, comme je disais tantôt. Voilà, mon frère écrivain, moi je ne suis pas écrivain. À chaque fois qu'on me dit écrivain, je regarde derrière, parce que quand je vois toutes ces grandes personnes, les Yamsa Sidibé, toutes ces personnes, Robert Kiyosaki, que j'ai rencontrées, c'est un peu lourd pour moi. Mais pour moi, c'était une obligation de lancer le message. C'est le message pour la jeunesse et pousser chacun de nous, parce que si tu veux changer le pays, il faut réduire la pauvreté. La pauvreté, la réduction de la pauvreté ne veut pas dire qu'il faut donner l'argent à tout le monde. Il faut outiller chacun de nous. Il faut préparer la tête des gens qui sachent qu'ils ont en eux la richesse et la pauvreté. Tout dépend d'eux, la perception, comment ils voient. Là où toi tu vois le problème, l'autre voit l'opportunité. Tu vois, par exemple, tu circules à un endroit, tu vois que là, il n'y a pas de cigarette, par exemple. 10 km, il n'y a pas de cigarette. Toi, tu vas dire, mais les gens là sont pauvres, ils n'ont même pas de cigarette. Quelqu'un d'autre va dire, tiens, ça c'est le moment de commencer à vendre le cigarette. Vous voyez, tout dépend de quoi on voit. Mais partout, il y a les difficultés. C'est qu'il y a aussi de l'autre côté du coin. Donc c'est un peu ça. Et quand tu es préparé pour ça, ta tête est préparée, tu penses que ton destin c'est toi. Parce que j'ai dit l'autre fois, l'être humain, de la naissance à la mort, tu as 3 noms. Le premier nom, c'est ton père et ta mère c'est le bon Dieu qui te donne. Quand on dit par exemple telle femme a un enfant, on dit mais quel est le sexe de l'enfant? La réponse à cela dépend du bon Dieu. C'est ce qu'on appelle le destin. Mais le deuxième, eh bien on dit par exemple il s'appelle Abdallah, il s'appelle Abdoulaye. Ce nom-là est un destin pour l'enfant parce qu'il n'a rien fait pour l'avoir, mais un choix pour les parents. Mais le troisième, ça c'est un choix pour chacun de nous. Tu peux te faire appeler journaliste, mécanicien, voleur, menteur, criminel, ça c'est toi. Alors le choix est libre et les conséquences, voilà. La Guinée a une population majoritairement jeune. Oui. Aujourd'hui, on a comme l'impression que cette jeunesse n'est pas consciente de ce qui doit se passer dans 10 ou 20 ans. Manipulés par de la politique, les jeunes d'aujourd'hui préfèrent rester dans les bars cafés, jouer au jeu de hasard. L'argent facile est en train de mettre un frein ou d'être un frein à leur évolution. Vous qui faites du coaching, vous parlez de développement personnel. Aujourd'hui, que faut-il conseiller? Que faut-il conseiller à ces jeunes? Que faut-il dire à ces jeunes Guinéens qui sont là à attendre l'État, attendre les recrutements à la fonction publique, qui ont peur de se lancer? Également à ces entrepreneurs qui, dès le premier échec, abandonnent. Parce que beaucoup d'entreprises sont en train de fermer en République de Guinée. Il y a cette récession économique. Aujourd'hui, en gros, que pouvez-vous dire à toutes ces personnes, notamment à ces jeunes? Mais surtout, ça m'attriste. Honnêtement, quand je vois toutes ces taxis-motos, quand je vois les bars remplis, quand je vois les mosquées remplies, ça m'attriste. J'ai dit, aucune prière ne peut être acceptée sans effort préalable.
tu vas beau prier, voir la mosquée, les 5 prières. Moi, je suis allé à la Mecque en 2017. Donc, je ne suis pas là pour dire que voilà, je suis contre la prière. Je prie les 5 prières. Mais il faut que les jeunes comprennent. Ton destin, ce n'est pas le gouvernement. Tu peux critiquer, j'ai dit l'autre fois, la contribution intellectuelle, la partie la plus faible, c'est les critiques. Mais ça ne change pas ta vie. Il faut prendre ta vie, il faut te prendre en charge. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre ne fera pas à ta place. Il faut que ces gens-là comprennent. Et ça revient encore à ce que j'ai dit. Si tu ne travailles pas lorsqu'il faut travailler, tu ne te reposes pas lorsqu'il faut travailler. Il faut se reposer. Oui. On doit appeler un vieux sage. Mais quand on dit un vieux courageux, cela veut dire qu'il a perdu sa chute. Si tu dois travailler après 5 ans, 70 ans, 75 ans, tu es obligé de travailler, c'est que tu as mal négocié ta jeunesse. C'est ce qui va leur arriver, malheureusement. Ces gens-là vont se retrouver encore en train de chercher à être gardiens quelque part. Et quand, au moment où ils devraient vraiment être là, pour cette famille, pour les petits-enfants. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Et bien c'est pourquoi je continue à pousser. Le livre là, 2 ans. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je n'en ai vraiment pas besoin pour ce livre au moins, parce que j'ai fait beaucoup de choses quand même, il faut le connaître pour gagner ma vie. Mais le livre là, c'est pour ces jeunes-là. On dit en 2050, la population africaine va dépasser celle de l'Asie. Et moi, quand j'ai appris ça, ça fait 2-3 ans, ça m'attriste et j'ai peur. Si nous sommes bien préparés, un entrepreneur voit ça, que ouais, ça c'est une bonne opportunité, parce que la démographie c'est très bien. Il faut voir tous les pays qui sont grands, l'Inde et autres, là, la Chine. Cela veut dire qu'il y a la consommation. Quand il y a la consommation, cela veut dire qu'il y a la demande qui est forte. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de business. Cela veut dire que l'avenir de l'Afrique, c'est seul l'Africain qui ne comprend pas. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'appartient pas aux Africains. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que toutes ces multinationales sont déjà dirigées par les autres. Les gens travaillent ici, mais tout l'argent qui est là, ça fait plaisir, c'est-à-dire ça fait l'entretien des actionnaires. Donc vous allez travailler ici, moi je suis actionnaire en tout cas, tu payes par exemple, tu as une part dans Apple, dans tous ces trucs-là, tu vas gagner beaucoup de choses, le Rio Tinto. Pourquoi par exemple nos mines ne sont pas encore exploitées? Bon, il a fallu que les autorités actuelles tapent un peu du doigt pour qu'ils commencent à se bouger. Oui. Parce qu'ils savent que quand ils commencent à exploiter ça, cela veut dire quoi? Ce qu'ils ont comme mine au niveau des autres qui n'ont pas les mêmes teneurs ne va pas être vendu. Donc ils préfèrent garder ça. Mais tant qu'ils ont ça, leur argent continue, la valeur de leur entreprise continue à augmenter en bourse. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils continuent à avoir de l'argent. Mais nous, on ne gagne rien. Donc il faut, pour que l'Afrique revienne aux Africains, il faut qu'on se batte, qu'on ait beaucoup d'entrepreneurs. Il faut qu'on se batte, il faut que l'État protège ces entrepreneurs. Il faut que l'État aide ces entrepreneurs, qu'il les protège. Il faut de sorte que, eh bien, ce que mon grand-père peut faire des mois en train de faire comme tissu, comme les tisserands, lui il finit maintenant, le Chinois envoie pour lui, ça coûte moins cher. Donc il faut protéger. L'ensemble de tout ça rentre dans cette catégorie. Nos jeunes doivent comprendre, s'ils ne travaillent pas aujourd'hui, ils seront très malheureux. Et les taxis motos là, d'abord moto, c'est la parabrise, le parabrise de la parabrise, c'est ta figure. Ça veut dire toute ta vie, à tout moment, il faut apprendre un métier. Apprends un métier, prends-toi en charge, prépare-toi pour ne pas que tu sois obligé de travailler au moment où tu dois être vraiment focalisé sur la mosquée et les autres. Et justement, quelle est la tranche d'âge à ne pas franchir pour forger son destin? Il n'y a pas de tranche d'âge parce que le problème est tout dépend. Vous savez, il y en a qui peuvent réussir à 50 ans. Il y en a qui peuvent réussir voilà, à 70 ans. Ouais. Il y en a qui peuvent réussir à 35 ans mais qui meurent à 42 ans. Mais il y a des choses qui ne pardonnent pas. Ce que tu peux apprendre aujourd'hui, voilà, l'esprit n'est pas être, l'opportunité n'est pas être là. Parce que là, maintenant, là, tu es jeune, tu n'as pas de responsabilité, tu n'as pas de femme, et puis voilà. Mais si tu attends jusqu'à ce que tu commences à accumuler des responsabilités, plus les responsabilités grandissent, plus tu te réduis un peu la possibilité de réussir. Maintenant que tu es libre, tu n'as pas encore toutes ces responsabilités, c'est en ce moment qu'il faut te décider. Il faut changer tes amis. Ceux qui passent la journée dans les cafés et autres, il faut les changer. Il faut sortir. Parce que si tu veux changer ta vie, il faut changer tes amis. Ouais. Tu comprends? Cela ne veut pas dire, voilà, il faut être arrogant et puis tu ne parles même pas à tes amis de quoi. Non, je ne fais pas la promotion de ça. Moi, je garde encore mes amis depuis, voilà, combien de temps, qui n'ont pas le même niveau, la même perception de la vie que moi, mais ils sont de mes amis. Mais cela ne veut pas dire
qui peut être mes compagnons. On ne peut pas choisir ses parents, mais ses amis quand même, voilà, on est libre là. Mais si tu ne le fais pas, finalement, tu détruis ta vie tranquillement parce que tout simplement, un oiseau ne peut pas avoir, il peut être un bon compagnon du poisson. Et pour, comment je vais dire cela, illustrer ce que vous dites là, il y a un ami qui m'avait dit un jour, on ne peut pas vouloir être journaliste et avoir comme compagnon des mécaniciens. Il m'a dit que c'est un peu paradoxal. Donc ma question, peut-être avant qu'on ne termine, c'est de savoir est-ce votre premier ouvrage? Est-ce que c'est votre premier ouvrage? Et aussi, oui. On n'aura pas tous la chance de lire peut-être ce livre, mais est-ce que vous avez déjà un programme de coaching? Parce que moi, je préfère vous appeler coach. Est-ce que vous avez un programme de coaching pour la jeunesse guinéenne? Au-delà du livre, est-ce que vous faites du coaching physique? Bon, coaching physique, pas de façon, si vous voulez, officielle ou structurée. Mais il y a beaucoup de personnes ici aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui, si vous voulez, qui respectent ce que je fais et qui me consultent à tout moment. Et quand tu vas par exemple sur ma page personnelle, c'est plus de 8000 personnes qui me suivent. Je reçois beaucoup de commentaires, de bons commentaires. Voilà, les gens ont des problèmes, mais ils veulent commencer quelque chose, je me demande. Mais ce n'est pas quelque chose que je fais de façon structurée pour avoir l'argent. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime faire beaucoup dans ma vie, c'est un peu donner à tout point de vue, et surtout en ce qui concerne partager mon expérience et voilà mes idées. Et je suis venu à cette écriture justement par ça, parce que j'avais commencé à écrire beaucoup sur Facebook. Ceux qui me suivent, il y en a qui me disent, il me rappelle, il y a une femme qui me dit un jour, il dit, vos mots nous pénètrent. Il dit, ce que vous dites, et je reçois ça à tout moment. 3-4 personnes te disent, je t'ai écouté, ça a changé ma vie, ça a changé ma perception de la vie. Donc, je m'y vois, c'est une obligation de servir ces personnes-là. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé, m'a envoyé vers le quartier. J'ai dit, écoutez, je suis obligé, moralement obligé de partager. Il ne faut pas attendre maintenant que j'arrive en Guinée, il faut commencer à partager à partir de maintenant. Est-ce que vous avez ce programme un jour de regrouper des jeunes Guinéens et de les coacher, de leur dire, voilà ce que vous devez faire? Absolument, je vais le faire. Et quand je vais arriver, je suis en train de préparer les infrastructures pour ça. Je vais être en position pour le faire et gratuitement. Je vais équiper un endroit avec tous les éléments qu'il faut. C'est tout ce qui veut changer leur vie. D'abord, moi j'ai l'avantage unique, je ne connais pas tout. Mais j'ai la chance de connaître un peu de tout. Je suis d'abord ingénieur des ponts et chaussées, cela veut dire que je parle le langage des gens. Et ce n'est pas seulement je vais là-bas pour passer, j'ai eu la mention excellente. Et j'ai fait télécommunication, voilà, vous avez senti, je suis sous donc anglais, français, et puis voilà, c'est pas un peu souci pour moi. J'ai appris télécommunication et puis la gestion des réseaux. Donc, ça me fait une audience, ça me permet de connaître. Je suis bercé un peu dans les finances. Et aux États-Unis, je navigue entre les deux. Donc, je parle beaucoup de langues. Cela veut dire que encore j'ai une obligation de transmettre tout ça à la jeunesse. Mais je vais être vraiment en position de le faire voilà, sans demander à quelqu'un de payer. Mais en tout cas, ce n'est pas gratuit parce que l'idée de gratuit, c'est ce que je veux tuer dans la tête des gens. Et la vie n'est pas gratuite. Et puis voilà, c'est un peu ça. En tout cas, je me prépare pour ça. Oui, Par rapport à l'ouvrage, est-ce que c'est son premier? Et si oui, comment s'en procurer? Bon, le premier, c'est le premier. C'est sûr que deuxième va venir peut-être, mais j'ai mis beaucoup d'efforts dedans. Peut-être que le prochain, je vais dévoiler ici. Je vais parler peut-être un peu de la peur. Je vois que les gens ont peur de prendre des choses. Moi, je ne crois pas à la peur. Je pense que la peur est imaginaire. Tout dépend de ta perspective de l'avenir. Tu dis, OK, quand je fais ça, Vous dites même que la peur est l'ennemi non, l'ennemi de l'homme, parce qu'en fait, ça tue tout ce que tu as comme possibilité de prendre le premier pas. Et la peur n'existe pas en réalité, c'est purement imaginaire. Tout dépend de comment tu vois. Et parfois, tu peux dire que ce n'est pas parce que la peur n'existe pas, mais c'est que ta conviction est beaucoup plus forte que la peur. Tu penses que tu as en toi tout ce qu'il faut pour dominer ta timidité face à la peur. Donc c'est un peu ça, et c'est le premier ouvrage. Je ne suis pas écrivain une fois de plus, mais voilà, petit à petit, je me vois verser dedans et on voit qu'est-ce que l'avenir représente, quoi. Donc, pour avoir, c'est un livre qui est disponible sur Amazon. L'un des livres guinéens le mieux vendu. En tout cas, je reçois beaucoup de bons feedbacks de nos compatriotes qui m'appellent.
Et j'ai lu ce livre. Hier, je lisais, quand je suis passé par, je ne sais pas si c'était dans l'une des radios, je ne fais pas de publicité, mais on me disait, quelqu'un m'a envoyé ces messages comme ça. J'étais écouté hier, ça a changé ma perspective, ça a changé. Donc, ce sont ces mots qui m'obligent à faire quelque chose. Ouais, donc, c'est certainement, ce n'est pas le dernier. En tout cas, toutes les bonnes actions, tu ne peux pas dire le dernier, ça ne doit pas être le dernier. C'est le bon Dieu qui a le dernier mot. Mais voilà, je continue à aller. Oui, Yaya. Dans votre ouvrage, vous n'avez pas que parlé du développement personnel, vous avez voulu aussi toucher l'histoire de la Guinée. Oui. Et je crois que c'est dans la page, sur la page 40, je ne sais pas trop, j'ai mentionné quelque part. Vous dites l'histoire de la Guinée, une histoire faite de noirs et de blancs, et que beaucoup de Guinéens ne voient l'histoire de la Guinée que sur la lunette de ces historiens de circonstances. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, vous voyez, je suis en tout cas, l'histoire de la Guinée me passionne parce qu'en fait, j'ai la chance de voir tous les présidents de la Guinée. En tout cas, Sékou Touré et puis tout le reste. Comprenez? Donc nous, quand je pense à mon enfance, nous avons grandi dans un quartier où il y a... Ce n'est même pas un quartier. À un moment où il n'y a pas de Peul, il n'y a pas de Soussou, il n'y a pas de Malinké. Il y a des enfants... Tu vas seulement appeler ton ami par son surnom. Tu ne connais même pas son nom. Dans ta conception, vous êtes les mêmes. Vous faites les mêmes choses. Mais aujourd'hui, il suffit seulement de dire ton nom de famille pour que tu sois écarté. On dit, oh, il est avec les autres. Il n'est pas comme nous. Ou bien, quand tu es ami, par exemple, à un Peul, moi, sur Soussou, ils vont dire, tes parents vont dire, tu es traître. Et les Peuls, là où tu vas, tu es vu comme un suspect. Donc, notre incapacité à vivre ensemble, à nous respecter, c'est ce qui fait que notre différence, cette diversité qui doit être un atout, est devenue un problème. Comprenez? Parce qu'avant, il n'y a pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nos aînés, les écrivains, ceux qui doivent écrire l'histoire de la Guinée, il y en a qui ont démissionné. Et une fois de plus, par peur, il y en a qui disent quand je parle, ils vont m'insulter. Mais c'est l'irresponsabilité. C'est l'irresponsabilité, moi je pense. Bon, je ne sais pas si c'est une injure, mais ce n'est pas mon intention. Oui. Vous avez la responsabilité de dire la vérité. Quelqu'un vous insulte dans ça, il n'y a aucun problème. Lui aussi, il est né pour faire ça. Parce que dans la vie, chacun est né pour faire quelque chose. Il y en a qui sont nés pour construire, d'autres pour détruire. C'est un peu ça aussi, les choses viennent avec leur contraire. Donc c'est un peu ça, c'est ce qui m'attriste de l'histoire de la Guinée. C'est une histoire qui est faite de noir et blanc. Mais chacun explique à son enfant en fonction de son expérience. Mais pas l'expérience, pas l'histoire qu'il est, c'est l'expérience. Si par exemple c'est quelqu'un qui a fait par exemple la prison de Kamboro, il va expliquer en fonction de cette expérience. Comment il est rentré là-bas, comment ça s'est fait. L'histoire n'a pas changé, mais la restitution. L'histoire n'a pas de brouillon, n'a pas changé. Mais ceux qui transmettent ces histoires, ceux qui expliquent, ils n'expliquent pas correctement. Moi je dis, et Ibrahim Kaki, certains disent, moi j'ai pas lu le roman, mais il parle de la vie, l'histoire de la Guinée, c'est les deux quoi. C'est-à-dire, ça fait du bien, ça fait du mal. Il faut qu'on accepte de faire les deux, d'accepter les deux. Les victimes, il faut que les victimes acceptent de pardonner. Ceux dont les parents sont taxés de bourreaux, il faut qu'ils arrêtent l'arrogance. Parce que quand quelqu'un tue ton père, qu'il ait raison ou pas, tu ne vas pas aimer cette personne. Alors si moi je dis mon père a tué ton père parce qu'il est traître, là ça déchire la plaie. Il faut qu'on arrête l'arrogance, qu'on comprenne qu'on est obligé de vivre ensemble, comme dans un pays harmonieux, dans un beau pays, ou bien mourir ensemble dans la pauvreté avec tout ce que le bon Dieu nous a donné. Dieu a fait sa part, mais nous faisons de faire notre part. C'est pourquoi nous sommes dans cet état. Et la faute à qui? La faute à tout le monde, surtout aux historiens, surtout aux gens qui mentent à leurs enfants, surtout aux gens qui refusent de dire la vérité. Ils voient des choses qui ne sont pas bonnes, ils ont les bonnes informations, mais ils gardent parce qu'ils préfèrent garder un peu, si vous voulez, sa dignité, ou bien en tout cas, puisque quelqu'un ne l'offense pas, ne l'insulte pas, mais ils préfèrent laisser passer le mensonge. Aujourd'hui, l'information est vulgarisée. Tu n'as même pas besoin de t'exposer. Il faut passer, il y a beaucoup de canaux. Ici, par exemple, c'est un endroit. Il peut passer par vous, les journalistes. Vous, les journalistes, il peut passer par les réseaux. Aujourd'hui, c'est... Et voilà, même un mouton peut devenir célèbre. Oui. Comprenez? Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et d'abord, il faut qu'on soit prédisposé. Il faut qu'on change de langage. Qu'on arrête d'être arrogant. Comprendre que personne n'a choisi d'être là, en Guinée. Personne n'est mieux guinéen que l'autre. On est tous bien. On est tous de bons Guinéens. Nous voulons tous de bonnes choses pour la Guinée. Peut-être que les méthodes diffèrent. Tant que la couleur des yeux ne sont pas de même, of course, on ne va pas voir les choses de la même façon.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre ensemble. Dans le respect mutuel, je peux respecter ton point de vue tout en vivant. Voilà, c'est ce qui fait un peu la diversité. Parce que quand c'est vraiment, c'était une route one-way street, c'était seulement un seul sens, ça ne peut pas aller. Parce qu'il n'y a pas de progrès dans ça. Dans la contradiction, dans la diversité, on peut se construire très bien si on se respecte mutuellement. J'avoue que c'est une lecture, vous me permettez. Allez-y. Assez objective de l'histoire de la Guinée. J'ai eu la chance de pratiquer beaucoup, de lire beaucoup. Mais j'estime que je lis ce passage-là dans votre ouvrage. Je crois que c'est assez équilibré. Et je crois que c'est objectif, puisque vous avez fait allusion un peu à certains complots qui sont réels. Oui. Ce qui va un peu, disons, radicaliser le régime en place et qui va l'amener à de bavures incontrôlables. Oui. J'avoue que c'est quelque chose de très objectif. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on mette fin à cette situation d'ethnostratégie dans notre pays? D'abord, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? La première des choses, c'est la justice. Parce que l'injustice va détruire tout sur son chemin. Il faut que je comprenne, je suis souvent, quand j'ai un problème, je vais te taxer ou récompenser de la même façon qu'un Diallo, qu'un Ba, qu'un Kaba, qu'un Zaoro Magzigi. La justice doit faire son travail de façon équilibrée. Nous devons aussi avoir en nous la possibilité de respecter les autres, de sortir d'arrogance. Si je sais que mon père est taxé de ça, of course, bien sûr, l'image de mon père, je tiens à ça. Mais il faut que ces gens-là, les enfants, les victimes et les bourreaux, les enfants la comprennent. Ouais. Et ceux qui ont fait ça, ils jouent une partie de leur histoire. Il ne faut pas suivre les gens qui ont déjà fait leur part. Il ne faut pas que leur passé soit aussi le quotidien de votre présent. Ça n'a pas de sens. Il faut s'accepter mutuellement et laisser le soin au bon Dieu de juger chacun de nous. Mais nous, quand par exemple nous avons, par exemple ici le studio, il peut y avoir beaucoup d'ethnie ici. Essayez d'oublier tout ce que ton père t'a dit là. Ça c'est le passé. Le passé n'a pas de brouillon. L'histoire n'a pas de brouillon. C'est pourquoi un politicien qui est bien averti, en tout cas qui est intelligent, il n'aime pas beaucoup le micro. Quand tu écris, c'est quand vraiment tu es prêt que tu donnes aux gens. Mais le micro n'a pas de brouillon. Quand ça part, ça peut te construire, te détruire. Donc, acceptons de vivre ensemble, acceptons vraiment d'être Guinéens enfin. Et comprendre que cette Guinée appartient à tout le monde. Il ne faut pas que l'ethnocentrisme soit vraiment exacerbé et que les gens soient frustrés, qu'on parle aux gens d'une façon parce qu'ils ne sont pas... Et voilà, toi, tu as le pouvoir aujourd'hui, tu penses que tu as une forte connexion avec celui qui décide tout. Eh bien, il faut brimer quelqu'un qui est là et qui fait son travail correctement. Il faut le montrer que tu as les épaules. Il faut que les gens comprennent. Et j'ai dit l'autre fois, si le Guinéen, même s'il n'aime pas Dieu, même s'il n'est pas religieux, apprenons au moins de notre histoire récente. M. Fakoly n'est plus là, mais je pense que récemment, il disait qu'il n'y aura pas coup d'État dans ce pays. Quelques années plus tôt. C'est seul le temps qui est meilleur. C'est seul le temps est maître de tout. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont moins forts que ceux qui étaient là hier. Quand tu as une position, dès qu'on te dit ministre, il y a un autre nom qui est associé, ex-ministre. Ça va être là à tout moment. D'ailleurs, eux-mêmes, c'est une plume, un décret, une minute, ça peut changer à tout moment. Donc, il ne faut pas céder à l'arrogance. L'être humain, c'est un être humain, ce n'est pas un dieu. Bien. Monsieur Abdoulaye Ami Souma, écrivain, auteur du livre Destin forgé. Merci d'être passé dans cette émission, Le Scanner. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. Je salue toute la Guinée. Je ne sais pas pourquoi cette radio a été jusqu'ici, je n'ai pas visité. Je pense que je vais facturer mon frère pour ça. Mais merci beaucoup, en tout cas, merci de m'avoir reçu, c'est un plaisir. Merci, merci également. À ce temps, on aurait bien voulu être on aurait bien voulu continuer le débat, mais vu votre calendrier très chargé, nous allons vous laisser. Non, ça ne fait que commencer, je promets. Ça, c'est ma maison. Honnêtement, je vais y passer maintenant à tout moment. Et voilà, tout ce que nous ferons, on pourra planifier certaines choses. Je pense que déjà vous êtes sur la bonne voie, que le bon Dieu continue à protéger tous. Et bon jour à tout le monde. Merci. C'est moi qui vous remercie. Nous parlons tout à l'heure de justice. D'ici là, une transition. Et derrière, c'est ce dossier opposant Ibrahima Diallo du FNDC à Ibrahima Nabi Traoré, ex-commissaire. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Média.
Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 dès 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Média. Le Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. Dernière partie de cette émission, le Scanner. Nous sommes vendredi et vous l'avez compris, c'était notre invité développement. Avec lui, nous avons parlé de développement personnel, du mindset. Vous connaissez déjà cet état d'esprit qui doit animer les jeunes pour ce ICO. Tout à l'heure, on a écouté beaucoup. Diallo, on a écouté quand même ces conseils de notre invité, monsieur Abdoulaye Amissouma, qui est l'auteur de cet ouvrage Destin forgé. Non, j'avoue que c'est assez intéressant, c'est assez captivant. Son ouvrage, j'ai commencé hier, vous savez très bien que j'étais dans votre bureau. Vraiment. Et j'étais étonné de te voir paraffer 20 pages en un laps de temps. C'était vraiment pas possible. J'aime lire, mais je ne suis pas resté. C'est ça le problème. J'aime lire, honnêtement. Mais je crois que c'est assez intéressant ce qu'il a dit ici. J'avais bien voulu qu'on touche un peu son enfance, ses premiers pas à l'école primaire, jusqu'aux États-Unis. Je crois que c'est assez intéressant. Et je crois que c'est important de gérer un peu. Enfin, c'est important d'écrire parce que c'est... Oui, c'est ça. Allez, laisse-moi aller avec Djenab Diallo parce que là, je sens que tu as demandé de l'autre côté. Oui, Djenab, parlant de l'ouvrage. Aujourd'hui, on a écouté ce monsieur, on l'a écouté, cet écrivain qui s'essaie, la force de s'essayer dans l'écriture. Il parvient à sortir cet ouvrage, un bel ouvrage. Oui, très intéressant, même si je n'ai pas eu encore la chance de parcourir cet ouvrage, mais il semble être très intéressant à écouter, en tout cas Yaya. Je lui dis félicitations pour ça, parce qu'il dit que c'est le premier, mais qu'il ne compte pas s'arrêter là. Et on l'a entendu aussi dire qu'il a un programme pour la Guinée. C'est aussi parce qu'il réside aux États-Unis. Voilà, pour nous, quand on sait qu'il vient d'un quartier ou d'une commune qui a une forte, un nombre très important de jeunes chômeurs, qui est Kaloum. Voilà. Pas Kaloum, c'est Matam. Matam, oui, il y a des jeunes, mais c'est des quartiers très populaires. On les appelle les bas quartiers. Voilà, un peu partout. Tugiwundi, c'est dans... Je ne maîtrise pas trop. Écoute, attends, mais, je te fais carrément la nomenclature de Tugiwundi. Là, je te fais... Non, là, je laisse faire ça. D'accord, après. Si tu connais bien le Constantin Carrefour, il y a une route qui longe vers la Corniche. C'est là, le quartier Tugiwundi. Peut-être que tu te retrouves maintenant. Oui, je me retrouve. Je passe souvent là, mais c'est le nom peut-être qui m'échappe. Et je pense que le voir aujourd'hui... C'est là que j'ai fait mon examen d'entrée en 7e. Je vois pourquoi tu maîtrises. Je maîtrise trop c'est ton enfance. Donc, je disais que c'est intéressant de savoir qu'il s'en est sorti dans un quartier comme ça. Et malgré à l'écouter les échecs à l'école primaire et tout, qui ne l'ont pas découragé à avancer, à continuer ses études, je pense qu'on a besoin vraiment un de ces jours à avoir un coaching plus physique avec lui, parce qu'on sait que les jeunes Guinéens n'ont pas encore cette culture de la lecture. Yaya l'a dit, il aime bien lire, et on sent que c'est vraiment 20 pages en non, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui aime dévorer les livres le et jeune, tout. Mais c'est cette paresse, oui justement, qui nous anime, surtout quand on commence à travailler avec le boulot, tout le temps que ça nous prend. T'as lu combien de romans depuis que tu as commencé ta carrière de journaliste? Je parie que ça ne va pas dépasser 5 ans. J'avoue que c'est beaucoup. Non, il n'a pas assez de temps. Il a lu beaucoup. Non, je
je n'en ai pas beaucoup lu. Ouais, je sais de quoi je parle là. À Dakar, quand même, tu as eu le temps. Encore, oui, un peu sur Internet. Ouais. Oui, je lis sur Internet. Mais quand c'est le livre, je suis encore paresseuse. Il faut lire beaucoup de chroniques. Beaucoup. D'accord. Beaucoup de chroniques. Là, je te donne les conseils. Avec les chroniques, tu n'as pas besoin de te casser la tête. C'est des chapitres. Tu les lis, mais pas des chroniques à mots. Bon, je ne vais pas rentrer dans le... Allez, on comprend déjà. On ouvre cet autre pan de cette émission. On parle du dossier opposant Ibrahima Diallo NDC à monsieur Ibrahima Nabi Traoré, l'ex-commissaire de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry Diallo. Ibrahima Diallo débouté avec ses avocats. On a vu quand même Maître Traoré qu'on n'a pas pu joindre pour cette émission. Très remonté, qui dit ne pas être surpris du verdict qui est tombé et de cette condamnation de son client à payer un franc symbolique. Non mais c'est une affaire assez rocambolesque. Je crois que ça quand même ça a suscité assez d'interrogations cette question. Non, ouais. Ibrahima Diallo qui la justice, non, bah, je ne comprends rien. Non, c'est du droit là. Oui, c'est du droit. Non, comme j'étais étonné, personnellement. Étonnant. Pas étonné que le commissaire soit libéré pour délit non constitué, mais qu'Ibrahima Diallo soit condamné à payer un franc symbolique, c'est mon avis. Je ne contredis pas, je ne suis pas en train de contredire les décisions de justice parce que les avocats vont eux-mêmes interjeter appel. Ah, ben certainement. Mais Ibrahima Diallo, vous connaissez très bien lorsqu'on commençait cette émission, dès le début de cette émission, le problème s'était posé. J'ai tenté d'être en contact avec lui, il avait confirmé l'information. C'est en ce moment qu'il avait même dit vouloir porter plainte pour entrave à sa liberté personnelle. Je crois que c'est ce qui fut fait au niveau du TPI de Mafanko. Et on a réussi aussi ici son avocat, Maître Alseini Aïssata Diallo, qui avait confirmé l'information et qui nous parlait même certains des mains noires qui s'est caché derrière cette interdiction. Ce qu'il faut dire, c'est que ça suscite assez d'interrogations quant au renversement de la situation. C'est comme ça qu'il faut le dire. Ouais. Ibrahima Diallo qui, même si sur sa page Facebook, il avait voulu parler de mettre à l'œuvre la justice guinéenne, même si il jouait au Cassandre parce qu'il dit il le faisait, mais il savait très bien que ça n'allait pas aboutir à quelque chose. Mais il l'a fait, c'était pour mettre à l'épreuve la justice guinéenne. Je crois qu'il est enfin informé de la situation. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est quelque chose quand même qui a attiré mon attention. C'est là où il dit qu'il ne va jamais abdiquer face à ce qui s'est passé, parce que pour lui, il a subi une double injustice et je crois qu'il ne compte pas arrêter à cela. Et vous l'avez dit dans votre libellé, il a dit à ses avocats d'interjeter appel et de continuer de poursuivre le dossier. Et si il arrive à épuiser tous les recours... parce que le deuxième recours, je pense, c'est la cour d'appel. Après la cour d'appel, il y aura la cour suprême. La cour suprême. Et plus loin, et lui-même, il a dit, si tous les recours sont épuisés au niveau national, il ira à la haute cour de la justice. Je crois que sur cette question, il doit bien chercher des conseils auprès de certains avocats, de certains candidats acteurs de la CRIEF. La haute cour de la justice de la CEDEAO, je ne pense pas que cela puisse peser quelque chose sur les juridictions nationales. Oui, Djenab Diallo, on parle de cette actualité, de ce verdict qui est tombé hier soir, un verdict qui a étonné plus d'un. Quand je parle de plus d'un, c'est du côté de la défense. Aujourd'hui, des avocats, d'Ibrahima Diallo. Aujourd'hui, comment vous percevez tout cela? Est-ce qu'il était prévisible d'avoir cette nouvelle? Oui, c'était prévisible, comme l'a dit, oui, justement, comme l'a dit la victime, qui est Ibrahima Diallo. Quand on sait tous les problèmes que ces jeunes ont eu depuis l'arrivée du CNRD, qui ne sont pas à un moment, qui ne partageaient pas la politique du CNRD et tout, on pouvait s'y attendre. Je pense que c'est quand même osé de la part d'Ibrahima Diallo, c'est ce qu'il faut surtout rappeler, c'est osé de porter plainte quand même pour l'ex-commissaire de l'aéroport. Je crois qu'au début, ça faisait 5 mois que cette affaire était pendante quand même devant la justice. Oui, parce que le commissaire ne se présentait pas. Oui, au début, justement, à 2 reprises, le commissaire a brillé par son absence. Ce qui avait d'ailleurs irrité les avocats de la partie civile, voilà, qui se sont insurgés,
menacé le parquet. On a vu que tout au long, il a quand même répondu à un moment devant la justice. Et moi, je crois que ce qu'il faut retenir dans ce dossier, certes, Ibrahim est sorti pas victorieux de ce procès, mais comme je le dis, c'est un procès osé. En plus de cela, aujourd'hui, il y a cette question qui ramène quand même les gens à savoir que même si à un certain niveau, on a des responsabilités dans ce pays, que personne n'est intouchable, que la justice est pour tout le monde. Parce que là où je ne suis pas trop d'accord, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec la décision de la justice, mais là où je ne suis du tout pas d'accord, c'est quand on dit que le monsieur n'a été qu'un exécutant, que le commissaire n'a été qu'un exécutant. Oui, il a exécuté. C'est ce que dit les preuves. Hein? Oui, c'est ce que dit les preuves. Une décision du procureur du tribunal de première instance de Dixine. Abdallah, là où je ne suis pas d'accord une fois de plus, c'est là où il n'y avait aucun document qui certifiait là qu'il avait reçu des ordres du procureur du côté de Mafako. On parle d'un coup de fil là. D'un coup de fil, mais attention, oui, je pense qu'on parle de dans le domaine du droit, c'est pas acceptable peut-être, mais si le tribunal a accepté cela, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui a témoigné. Oui, mais je crois, il y a le droit, qui autorise un citoyen, qu'il sorte et qu'il entre quand il veut, s'il n'a pas des antécédents avec la justice. Ibrahim et les autres, ses compagnons, avaient enfin été libérés de toutes les charges dont on les accusait. Ils étaient enfin libres. Je sais que si ce n'était pas le cas et qu'il y avait un avis contraire de la justice, ils n'allaient pas se permettre d'aller à l'aéroport pour un prétendu voyage. Ils n'allaient pas le faire. Mais s'ils s'est retrouvé là, c'est parce qu'ils se croyaient capables de voyager, d'aller assister à cette rencontre. À son fort étonnement, il a été empêché. Je pense que à ce niveau, je suis au moins d'accord avec lui. S'il y avait un papier, il n'allait pas quand même se permettre d'envoyer ce monsieur. Mais qu'on arrête un peu dans ce pays de dire que la décision vient d'en haut. C'est des termes qu'on entend souvent quand on veut brimer les gens dans leurs droits. Je pense que c'est pas normal que quand quelqu'un t'appelle, quand c'est la justice qui t'appelle, demandez à ce qu'on vous envoie des documents qui certifient. Une copie. L'administration, c'est des traces quand même. Ouais. Je suis d'accord quand il avance tout cela, quand il dit qu'il pouvait se munir de tout cela, que ça n'a pas été le cas, et que s'il veut continuer, en tout cas, ça pourrait dissuader certaines personnes qui croient que c'est des personnes qui sont carrément au-dessus de la loi et tout. En tout cas, aujourd'hui, quand on parle de casier judiciaire, ce monsieur-là, il y a quelque chose qui se trouve dedans. Oui, forcément, oui. Il y a Diallo, hein, puisqu'on parle de paiement de francs symboliques. Dans un premier temps, c'est les avocats d'Ibrahim Diallo qui demandaient le paiement de, je pense, 50 millions de francs guinéens, si je ne me trompe, à leurs clients. Aujourd'hui, on a comme un revirement de situation. Au lieu que Ibrahim Diallo reçoive 50 millions, ou au lieu que l'ex-commissaire ne paye 50 millions, c'est Ibrahim Diallo qui est obligé de payer un franc symbolique. Non, ce qu'il faut dire, c'est que au regard de la loi, un coup de fil d'un procureur ne peut pas attester l'interdiction du voyage d'un citoyen. Je crois que moi, je m'inscris en faux. Si c'est sur la base de cela, moi, j'avais bien cru qu'il y avait des documents qui sont écrits et c'est sur la base de ces documents-là qu'Ibrahim a été... Je ne sais pas si la réalisation a déjà l'élément, puisqu'hier, Amara quand même a traité cet élément au compte de la rédaction. On allait bien aller écouter l'élément pour comprendre un peu les arguments avancés, puisque les deux avocats ont pris la parole. Il y a l'avocat d'Ibrahim Diallo, il y a l'avocat de l'ex-commissaire qui ont aussi pris la parole, les deux qui ont pris la parole. Chacun a donné ses arguments. Peut-être que le réalisateur va s'en occuper pour qu'on ait un extrait de ce reportage. Oui. Dès au début de ce dossier, vous savez très bien que les avocats d'Ibrahim Diallo s'étaient rendus dans le bureau du procureur. Ils ont passé plus de 4 heures du temps. Je me rappelle très bien. On a posé la question, pourquoi est-il interdit à M. Diallo de quitter le territoire national? Et je crois que le procureur n'avait pas donné la réponse qu'il fallait. Il avait dit, bon, au premier temps,
Il avait dit que la décision ne venait pas de lui. Oui. Entre-temps, on a voulu nous diriger les avocats vers un haut imaginaire. On ne savait pas de quoi s'agissait-il. Oui. Alors, entre-temps, et finalement, ils ont dit que c'est parce que, et finalement, c'était assez flou. Et à la sortie de ces avocats-là, de son bureau, il avait dit clairement que jamais il a donné une décision, il a donné disons, une instruction au commissaire spécial du côté de l'aéroport d'interdire M. Diallo de quitter le territoire national. Donc ça sous-entend tout simplement qu'aujourd'hui, il y a assez de flou là-dedans. On ne nous dit pas expressement ce qui se passe là-dedans. Qui a interdit M. Diallo? Je crois que c'est cette question-là, à mon avis, Ibrahim Diallo lui-même n'avait pas pris toutes les précautions qu'il faut. Il n'avait pas mûri, disons, ces démarches pour pouvoir, disons, s'adresser. Pour pouvoir passer, pour pouvoir, disons, porter plainte. Je pense que la réalisation bientôt aura le reportage, le temps pour elle d'avoir tout cela. On va regarder le reportage tout à l'heure. Si tout est prêt du côté de la réalisation, on va regarder le reportage et on pourra mieux, Yaya Diallo, comprendre la position de ces deux avocats. Parce que tu le disais tantôt, ces deux avocats sont dans un procès. Et ce n'est que la première instance, il faut se le dire. Il y a une deuxième instance, on en parlait tout à l'heure, la Cour d'appel de Conakry. Il y a une seconde instance qui est la Cour suprême. Mais d'abord, on va avoir cet élément de reportage. Regardez ensemble cet élément de reportage pour ceux qui sont à la télé. Écoutez cet élément de reportage pour ceux qui sont à la radio afin de mieux comprendre cette décision de justice. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5. C'est une décision du tribunal qui vient mettre fin à plusieurs mois de bataille judiciaire entre Ibrahima Diallo du FNDC et l'ancien commissaire spécial de l'aéroport Ahmed Sékou Touré. L'instance juridictionnelle déclare innocent l'ancien commissaire spécial poursuivi pour des faits d'atteinte à la liberté individuelle et d'abstention délictueuse. Eu égard au résultat des débats auxquels nous avons assisté ici, pour nous, si le tribunal devait être légaliste, il devait rester neutre, rester impartial entre les parties. Il ne pouvait que rendre cette décision-là. Nous nous réjouissons que le tribunal se soit remis entièrement au droit et uniquement au droit. L'ancien commissaire avait interdit aux chargés des opérations du FNDC de sortir du pays sur ordre du procureur près le tribunal de première instance de Dixine. La partie civile a déploré que cela ne soit pas suivi d'une décision de justice ou d'un acte administratif. L'ancien commissaire de l'aéroport renvoyé à des fins de non-poursuite et pour délit non constitué, l'avocat de Ibrahima Diallo parle d'un verdict bancal. Au début de la procédure, M. Ibrahima Traoré a refusé de comparaître. Deuxième journée de l'audience, il a refusé de comparaître. Il a fallu un temps pour qu'il puisse venir comparaître devant ce tribunal. Si on le libère aujourd'hui, qu'on condamne mon client à un franc symbolique, cela ne m'étonnerait pas. Donc on a compris que, quelque part, la décision a été donnée, soit au tribunal, en tout cas, pour pouvoir libérer. La partie civile promet d'interjeter appel dans ses réquisitions pour le paiement de 50 millions comme dommages et intérêts à son client. Elle a été déboutée par le tribunal. En revanche, Ibrahima Diallo a été condamné au paiement d'un franc symbolique à l'ex-commissaire spécial. Ce reportage, même si on avait quelques soucis, mais on a suivi quand même l'intervention de ces deux avocats, maître l'avocat de l'ex-commissaire de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et celui d'Ibrahima Diallo, notamment maître Abdoulaye Keita Yaya Diallo. Oui, même si... tu es fatigué ce matin? Non, pas du tout. Même si je n'ai pas pris non plus mon café. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, je disais que certainement, M. Diallo s'est trompé de cible. Peut-être que, et comme vous le savez, que ce soit
les Cellou, que ce soit les Tiennes Soropogui à un certain niveau, qui ont été empêchés de voyager ici. Je crois qu'on s'était rendu compte qu'à l'évidence, le problème n'était pas les commissaires au niveau des autorités de l'aéroport. Oui. Parce qu'à un certain niveau, je crois que ces armes-là sont signalées un peu partout. Il va falloir qu'ils se réfèrent, comme il le dit souvent, à leur hiérarchie. C'est à part de là-bas que la décision est prise. Je crois qu'il était intéressant pour M. Diallo de savoir qui étaient ces hauts sommets-là. Est-ce au niveau de la présidence, est-ce un ministre, parce que c'est ça aussi le drame dans notre pays ici, un ministre ou un directeur quelconque, s'il a des problèmes particuliers avec vous, eh bien, il est capable, à part de sa position administrative, de vous créer tous les problèmes au monde. Je crois que c'est à partir de là qu'on pouvait identifier, c'est lui dont on parlait. Ça peut être aussi une imagination, au lieu de porter plainte contre le commissaire, mais puisque c'était lui qui était visible et c'est lui qui a exécuté la décision, mais à mon avis c'est là où se trouvait tout le problème. En droit, c'est les faits. Donc, je crois que, à mon avis, c'est là où tout est parti. Mais qu'à cela ne tient, puisqu'il ne compte pas abdiquer, et il l'a dit, on verra très bien qu'est-ce que cela va donner. Mais d'ici là, et ce qui est étonnant, c'est qu'au retour, au lieu que M. Diallo ne soit payé, les 50 millions, au lieu que les 50 millions ne soient payés par l'ex-commissaire pour dommages et intérêts. C'est plutôt Diallo qui doit payer un C'est pour dommages et intérêts. Donc, voyez-vous, c'est comme un peu le retour de la manivelle. Donc, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu étonnant. Mais encore, si ça continue comme ça, ça atteste toutes les thèses qui disent que nous avons une justice aux ordres. Oui, Djenab, pour terminer sur ce sujet, sur ce feuilleton judiciaire qui ne fait que commencer, si on peut l'appeler comme ça. Justement, parce que Ibrahim l'a dit, qu'il demande à ses avocats à ce qu'il interjecte appel au cours au niveau de la cour d'appel, et que si ça ne prospère pas au niveau de la cour suprême, si ça ne prospérait pas aussi au niveau de la cour de la CEDEAO. Je pense que, comme l'a dit Yaya, il ne compte pas abdiguer. Et moi, je l'ai dit, le plus intéressant pour moi dans ce dossier, c'est le fait que à un certain moment, ceux qui exécutent des décisions, je ne dirais pas non fondées, mais qui n'attestent pas une décision de justice physique, que ces gens-là sachent qu'ils peuvent répondre à tout moment devant la justice, parce que c'est nous qui avons écrit quand même les textes de loi. Tout le monde est justiciable, justement. C'est très important, donc nous allons, rapidement. Et de l'autre côté, ce qu'il faut dire, c'est que comme c'est lui aussi, il avait perdu complètement son poste. Donc, donc c'était des conséquences. Donc s'il s'en sort, il faut éviter de prendre des décisions hâtives. Là aussi, c'est un problème. C'est assez important. Et vous imaginez un commissaire spécial au niveau de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, c'est gros, c'est beaucoup. Donc perdre cela aussi, je crois que c'est quelque chose aussi qui est... pourquoi on dit que nos institutions sont inféodées. Même la justice est inféodée. Sinon, on ne peut pas exécuter. Quand on dit, par exemple, à quelqu'un, ne sort pas, vous avez fini ce qu'il y a à la justice, on vous a dit, vous pouvez sortir quand vous voulez, on ne vous a jamais dit, présentez-vous chaque vendredi et autres, mais qu'on revienne derrière pour empêcher les gens dans leurs droits. Je pense que ça lui a fallu son poste, et lui comprendra, d'autres apprendront à travers lui. Donc, en attendant l'autre décision où l'appel interjeté par les avocats d'Ibrahim Diallo. Donc, on va suivre ensemble ce dossier. Il y a Diallo, Djenab Diallo, pour pouvoir... c'est une histoire de Diallo. Je l'avais même oublié déjà dans ce studio. Allez, c'est mon frère. Allez, Diallo, merci pour toi. Nous sommes vendredi, le week-end commence pour toi. Merci, patron, pour nous. Non, pas pour mais on est là tous les jours. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, le week-end ne démarre pas. Le week-end Diallo, merci. Merci pour une première. Oui, on va continuer l'aventure ensemble, pourquoi pas. Merci à l'équipe technique du jour, conduite par Omar Diallo, Idiba à la régie radio, les mêmes magiques de Mamadou Diallo, accompagné de Kandé Sanko à la régie télé. C'est Melika Sitaouteik, Assanso, Robert Kourouma, Baba Koevogi, qui nous ont accompagnés. Salif Bangora, évidemment, à la production Alpha Taïboussila, à la réalisation notre infatigable Michel Ouamounou. On se reprend lundi pour d'autres actualités. D'ici là, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le seul média de développement en République de Guinée. Au revoir.